L'Antarctique, un pari fou pour 6 hommes de nationalités différentes. Le français Jean-Louis Etienne, l'américain Will Steger, l'anglais Jeff Summer, le chinois Qin Dao, le japonais Kaizo Funatsu et enfin le soviétique Viktor Boyarsky, parti le 28 juillet du bout de l'ouest de l'Antarctique, au bout de la presqu'île du Roi George, pour parcourir 6500 km sur ce continent de glace, ce continent balayé par les vents. 6500 km en passant par le pôle, la traversée la plus large, la plus longue jamais entreprise par des hommes tirés par des traîneaux à chiens. Jean-Louis Etienne, Viktor Boyarsky, Jeff Sommer, Qin Dao, Kaizo Funatsu et enfin Will Steger, eh bien ils ont réussi en 7 mois, le 3 mars 1990, ils arrivaient à Mirny, là-bas à l'autre bout, à l'est, au bord de l'océan Indien. Mirny, nous allons revoir ensemble les derniers moments de cette expédition fantastique. Il y a 6 mois, oui. C'était sur le Mont Bilo Inlet, c'était au départ. Et je dis la prochaine fois qu'on reviendra au niveau de la mer, c'est dans 6 mois à Mirny. Voilà, les images que nous voyons en ce moment ont été tournées à 25 km de l'arrivée. 25 km, nous étions le 2 mars, c'est-à-dire la veille de l'arrivée. Et il faut bien le dire, ce jour-là, nous avons eu très peur. Nous étions inquiets. Nous étions inquiets parce que le vent, parce que le blizzard s'est élevé et peut-être que les hommes ne pourraient pas arriver à Mirny le 3 mars comme nous l'avions prévu. Aussi, nous avons été très inquiets parce qu'un des hommes, le japonais Kaizo Funatsu, dans la tempête le soir est sorti. Il est sorti de sa tente pour aller voir ses chiens. Et en sortant, il s'est perdu. Kaizo Funatsu s'est perdu dans le blizzard parce que lorsqu'il y a du vent en Antarctique, il souffle à 300 km/h parce que lorsqu'il y a le blizzard, on n'y voit rien. Aussi, le lendemain, les hommes ont recherché Kaizo. Pendant 10 heures, accrochés à des ficelles, ils ont recherché Kaizo, ils l'ont appelé. Kaizo ont-ils appelé. Et pendant 12 heures, la recherche a duré. Là, c'est ce que nous voyons en ce moment sur les images. On voit les 5 hommes qui cherchent leur copain, Kaizo Funatsu. Ils appellent Kaizo. On n'y voit pas à plus de 5 mètres. Finalement, après une nuit de recherche, après une nuit passée sous la neige, on a fini par retrouver Kaizo Funatsu. Et il faut l'avouer, nous avons tous respiré. Ici, bien sûr, nous avons respiré, mais également sur place. Et là, on voit Kaizo qui tient par l'épaule Jean-Louis Etienne. Il a passé 12 heures sous la neige, mais vous allez voir, il va raconter lui-même son aventure. I thought I was going to feed the dogs. Kaizo explique qu'il sortait pour nourrir les chiens. Your dogs are okay. I took the dog this morning. They are okay. Et Jean-Louis le rassure en disant que les chiens vont bien. Et lorsqu'il voulait revenir, il n'a pas pu trouver la tente aussi. Voulait-il se rendre vers le camion parce qu'à cette époque-là, il y avait un camion de la base soviétique de Mirny qui les avait rejoints. Et voilà. Et pour se protéger du froid, pour se protéger de la tempête, Kaizo Funatsu a creusé la neige, exactement comme font les chiens lorsqu'ils dorment dehors. Il a creusé la neige et il a dormi dehors comme ça pendant 12 heures, alors qu'il faisait moins 40, alors que le vent soufflait à 200 km/h. Et Kaizo a enfin retrouvé, il s'est produit comme par miracle, le temps s'est remis au beau. Et le lendemain, les 6 hommes ont pu repartir. Il ne leur restait plus que 25 km, c'est-à-dire environ une demi-journée. Et là, c'est la dernière. Là, on lève le dernier camp. C'est un principe, quoi. Je crois que c'est pour ce soir, c'est fini. On reconnaît là Viktor Boyarsky qui explique à un des chiens, c'est fini, on n'a plus que 26 km à faire. Et voilà, alors nous sommes là le samedi 3 mars, à 25 km de l'océan Indien. Les hommes partent une dernière fois, ils partent vers Mirny, qu'ils vont atteindre aux alentours de 13h06 ici à Paris. Et vous allez voir, ils vont passer une ligne d'arrivée, là on reconnaît la base soviétique de Mirny, l'océan Indien. Et ils vont passer l'arrivée sous cette banderole un petit peu désuète, ma foi. Et voilà, c'est fini.
C'est fini, c'était le 3 mars 1990. Il était 13h06 à Paris. On reconnaît la Victor Boïarski. Voilà, 7 mois sur la glace, 6500 km, un Paris-Fou tenté par 6 hommes de nationalités différentes. C'est une première, jamais jusqu'à ce jour, un tel exploit n'avait été accompli en Antarctique. Alors, bien sûr, à ce moment-là, tout le monde était particulièrement joyeux, tout le monde soufflait, et même nous ici, à la Cité des Sciences, nous qui avons suivi cette expédition depuis son départ, nous qui tous les jours avons essayé de rendre compte, de tenir au courant le public, nous aussi nous étions rassurés. Et nous aussi, ici à la Cité des Sciences, nous sommes de suite entrés en contact avec Mirny. Aussi par satellite, nous avons réussi une liaison. Nous avons écouté et interviewé, Jean Pénichon a interviewé Jean-Louis Etienne, c'était le 3 mars, il était à peu près 14h. Et c'était le premier interview de Jean-Louis Etienne. Nous allons l'écouter. Ça va venir. Cette interview avait été... Ici la Villette, Jean-Louis, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très très bien. Est-ce que vous me recevez là, vous? Ah, nous, on te reçoit parfaitement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu entends ici les applaudissements. La salle est pleine, il y a des journalistes, il y a les sponsors et bien sûr tous les spectateurs dehors. Voilà les applaudissements, je ne sais pas si tu entends. La première question, tu disais lorsqu'on t'a interviewé à Vostok la dernière fois que la séparation allait être dure et que l'histoire commençait vraiment à partir de Mirny. Que craignez-vous exactement? Ah non, je ne crains rien, c'est un peu comme on élève un enfant, quoi. Il y a des surprises, il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Cette expédition, on l'a mis au monde, je dirais qu'on a eu une longue période de gestation pendant 3 ans, puis on l'a portée, on vient de la faire. Et maintenant, elle est vivante, elle existe, et je crois qu'elle commence à vivre maintenant. Alors, je ne redoute rien, au contraire, quand on a gagné comme ça, c'est un tel plaisir d'en parler à vous. Bien compris. Alors, tu viens de traverser l'Antarctique. Tu l'as fait un petit peu pour qu'on se pose la question de sa protection. Tu sais que le 21, tu seras parmi nous avec de nombreux enfants. Qu'est-ce que tu as à dire aux enfants, là, maintenant que tu viens de terminer? Je leur dirai un peu ce que j'ai dit au début. L'Antarctique est un immense continent, c'est grand comme l'Europe et les États-Unis, donc c'est géant, c'est pas un petit jardin. Et en général, ce qu'on connaît de l'Antarctique, c'est la péninsule, c'est-à-dire le bout du nez un peu. Et là, on vient de traverser le continent qui est immense. L'intérieur du continent, il est fort, il est puissant, il est géant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à craindre. Mais par contre, là où il y a un peu de menace, c'est sur la périphérie. Mais tout ça, je crois que, je dirais presque que c'est pas secondaire, mais il faut le mettre un petit peu à côté. Je crois que il faut voir en Antarctique, il faut le voir de notre œil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas redouter la pollution. À l'heure actuelle, l'Antarctique est un continent qui est tout blanc. Il faut qu'il le reste. Ce qui est important, c'est que c'est un continent qui n'appartient à personne. Et donc je crois qu'il est temps sur un continent comme ça que tous les pays s'accordent pour dire celui-là, on l'offre à la jeunesse, on l'offre à la planète, on l'offre à tout le monde et on n'y touche pas pour toujours. Je crois que c'est ça qui est important. Beaucoup plus que de craindre la pollution, il n'y a pas encore de pollution, il peut y en arriver. Il faut être très très vigilant là-dessus, mais il y a un geste beaucoup plus généreux à faire. C'est de dire ce continent, puisqu'il appartient à la planète, on le donne à la planète. Et je crois que les pays ont besoin de faire passer l'intérêt du monde avant l'intérêt partisan des nations, avant de se dire ceci m'appartient, ce bout de terre m'appartient. Il faut commencer à réfléchir planète. Et je crois que l'Antarctique, c'est super pour ça, puisque ça n'appartient encore à personne, et jamais ça n'appartiendra à personne. Parce que maintenant, on est là pour le défendre, il faut que ce continent soit, je dirais, le continent de tous les hommes. Je te remercie, on a bien compris. Maintenant que tu viens de réussir, je me souviens qu'il y a quelques années, tu avais déjà fait l'Everest. Est-ce que tu n'as pas peur de donner certaines idées à certains et que maintenant l'Antarctique devienne un terrain d'aventure? Oh, je n'ai pas peur des gens qui se lancent dans l'aventure. Je vois les difficultés qu'on a toujours quand on dit qu'on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. On trouve beaucoup plus de gens qui sont opposés au projet que des gens favorables. Je crois que si tous les jeunes qui ont eu un jour dans leur vie un frisson un peu sur ce vent qui souffle sur le visage, ont eu envie de grimper des montagnes, ont eu envie de camper dehors, je crois qu'il faut au contraire les encourager. Mais je crois qu'avant de venir en Antarctique, moi j'ai 43 ans, c'est la première fois que je viens en Antarctique, j'ai fait
beaucoup de petites expéditions. Je dirais que l'Antarctique est une terre réservée à la maturité. C'est l'expédition de la maturité, c'est loin de tout, c'est difficile d'accès, c'est dangereux, ça demande beaucoup de maîtrise. Donc je dirais à tous ceux qui en ont envie, avant de venir ici, faites des petits parcours, apprenez à vivre dehors, parce que ici c'est sans pardon. Eh bien voilà, mais l'Antarctique a pardonné, du moins il nous a permis d'avoir ce direct avec lui. La technologie nous l'a permis, satellites interposés, émissions de télévision, etc. Yves Jeannot a réalisé des prodiges et nous avons pu avoir cette interview. Mais maintenant on va faire encore plus fort, c'est-à-dire qu'on va présenter ceux que vous attendez tous. Ils sont là, ils sont vivants. Nous, depuis 6 mois à peu près, on voyageait avec eux, mais uniquement dans nos têtes. Eh bien maintenant, ils sont là, ils sont parmi nous et nous allons vous les présenter les uns après les autres. Le premier à apparaître, pour l'instant, ils vont tous sortir de cette tente, c'est Dao Qin, le glaciologue chinois. Je vous demande d'applaudir très fort. Le suivant est Keizo Funatsu. Keizo Funatsu, le maître chien. Et maintenant, sortant de cette fragile tente qui les a abrités quand même pendant 6 mois, Jeff Sommer. Jeff Sommer, le navigateur britannique. Et maintenant, la flèche, l'homme de tête, Victor Boyarski. Victor Boyarski est soviétique, c'est lui qui marchait en avant de l'expédition. Will Steger. Will Steger. Ils ne savent plus sortir de la tente. Will Steger, c'est lui qui a choisi les chiens. Et c'est lui qui a eu, avec Jean-Louis Etienne, que nous allons voir maintenant, Jean-Louis Etienne, qui a eu l'idée de cette Transantarctica. Jean-Louis Etienne. Le médecin et le porte-parole. Alors maintenant, asseyez-vous. Toi, tu t'assois là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Ils sont là, ils sont vivants, ils ont réussi. Il faut que vous sachiez quand même que lorsqu'à la Cité des Sciences, on a voulu faire quelque chose sur la Transantarctica, les services de chez nous, qui sont toujours très bien informés, ont été quand même à la recherche d'informations et de renseignements. Et on leur a dit qu'il était totalement impossible que l'on traverse l'Antarctique. On a une lettre que je te remettrai tout à l'heure, du conseiller scientifique de la Cité des Sciences qui dit « Il faut savoir ce que l'on fera si l'issue est fatale ». Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu savais, Jean-Louis, à l'avance, à quoi que c'était impossible? Si on avait été sûr que c'était impossible, on n'y serait jamais allé. Oui, ça, je m'en doute. Bien, ils sont arrivés, ils sont parmi nous. Mais cette idée, avant qu'ils soient 6, les 6 que vous voyez ici, cette idée a tout d'abord germé dans la tête, malade pour certains, et fantastique pour d'autres, la tête de Will Steger et de Jean-Louis Etienne. Cette idée a germé lorsque Jean-Louis partait en solitaire au pôle Nord. Juste à la même époque, Will Steger, lui, était avec une autre équipe de 6 personnes, avec des traîneaux à chiens, et il allait au pôle Nord. Et ils se sont rencontrés au pôle Nord. Je vous propose de voir maintenant comment s'est déroulée cette rencontre sur des images qui ont été tournées donc en 1986, au moment où Jean-Louis allait en solitaire au pôle Nord. Mardi 8 avril, un vrai miracle. Je viens de rencontrer l'expédition américaine de Steger. Quand j'ai entendu les cris des chiens, j'ai d'abord cru à des hallucinations. J'ai bondi hors de la tente et comme dans un rêve, j'ai vu passer leur caravane. Avec Steger, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Un moment fantastique, une rencontre incroyable au milieu de l'océan. It was a very good surprise. And first time I listened to the dog, I thought it was I had hallucination. And suddenly I saw you, and it was like miraculous to see somebody after 34 days. It was a very good meeting. En avril 86, 2 hommes se croisent sur la route du pôle Nord. Quelques mois plus tard, 2 copains se retrouvent à Ely aux États-Unis. C'est l'histoire d'une amitié, celle de Jean-Louis Etienne et de Will Steger, une histoire que raconte l'Américain. First of all, there's my partner, Jean-Louis Etienne. John, you want to come up? And I think many of you have heard the story how Jean-Louis and I met. We met 200 miles out on the Arctic Ocean, 1986. Jean-Louis was soloing to the North Pole, traveling alone on skis.
And one day I was dog sledding down, paralleling a large pressure ridge, pushing my sleds, and all of a sudden the dogs veered to the right and I looked up, and 20 yards in front of me, this man dressed in blue. And I walked up to him and I said, "Jean-Louis Etienne?" And our friendship started just instantly like that. That evening, I met in his tent, and we talked about our future plans, and we both had parallel dreams. We both had been thinking about traversing Antarctica after the North Pole expedition, and also we talked that night about the North Pole being our ultimate personal challenge, like a personal best. But we both agreed that what we wanted to do next was an expedition that had some social consequence to it. And ironically enough, we had the same dream of Antarctica, so we exchanged phone numbers. And a month later, we arrived at the pole. Jean-Louis came in about 10 days after that, and later in June, I called him up in Paris, and that's when this whole thing started. Tim, Bantu, stretch it out. We'll pull back. Yeah. Good, just when we pull back, we'll pull. Okay, dogs, ready? Ready, hop! Here, you stay here. Yeah. Okay, let's go. Stretch it out there. Stretch it out, come on. Ils ont dû donc apprendre, enfin surtout Jean-Louis. Jean-Louis a dû apprendre à mener des chiens. Et comme on le voit, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Et ça nécessite un très long apprentissage pour lequel Will Steger a été très patient. J'espère que vous avez tous compris donc que Jean-Louis Etienne allait en solitaire au pôle Nord, qu'il rencontre l'expédition de Will Steger, qu'ils boivent le thé dans la tente et qu'à ce moment-là, ils s'échangent leur numéro de téléphone et ils vont s'appeler plus tard. Et c'est le début de la Transantarctica. C'était une idée complètement folle. Tout le monde disait que c'était impossible. Et comme le dit Jean-Louis, à l'impossible, impossible n'est pas français déjà. Mais on s'aperçoit maintenant qu'il y a au moins 6 autres pays pour qui ce n'est pas dans leur langue. Et ils ont décidé donc à ce moment-là d'affronter le pire des continents. Je vous propose donc maintenant de découvrir ce continent, le continent antarctique, qui est situé tout au sud de la planète, qui est un continent tout à fait particulier. Voici le premier des acteurs, l'Antarctique. Une sorte d'île géante, séparée de la Terre par 1000 km d'océan. Ce véritable continent, grand comme les États-Unis et le Mexique réunis, est recouvert par une couche de glace qui atteint à certains endroits 5 km d'épaisseur. L'Antarctique a l'aspect d'une calotte bombée, qui s'élève progressivement en partant de la côte. Une chaîne de montagnes s'étend d'ouest en est sur 4000 km. Ces sommets culminent à plus de 5000 mètres. Le continent blanc dispose du plus grand réservoir d'eau douce de la planète, conservé sous forme de glace. Évidemment, il fait toujours très froid sur ce bout du monde. Entre moins 10 et moins 25 l'été, de novembre à février, entre moins 25 et moins 70 l'hiver, de juin à septembre. La température est même descendue jusqu'à moins 89. Moins 89, c'est un record. De plus, des vents particulièrement violents atteignent des vitesses vertigineuses. Plus de 300 km/h. Ça aussi, c'est un record. Enfin, l'Antarctique est un désert, de loin le plus vaste du globe. Pourtant, quelques espèces animales réussissent à se jouer de l'hostilité de ces lieux. Des phoques, bien sûr, et notamment le fameux éléphant de mer. Ensuite, quelques oiseaux, le sterne, le skua ou la mouette, et surtout les manchots. Ces oiseaux nageurs se regroupent dans des roqueries. On les compte par dizaines de milliers autour des zones côtières. C'est donc ce continent totalement inhumain du fait que l'homme ne puisse pas y vivre, que l'homme n'y ait jamais habité. Il n'y a pas de traces préhistoriques sur l'Antarctique. Il faut bien le savoir. C'est la différence entre le pôle Nord et le pôle Sud. Au pôle Nord, il y a des hommes qui y ont vécu. Au pôle Sud, jamais personne n'y a été. Eh bien, c'est ce continent terrible, balayé par des vents fantastiques, qui va attirer nos 6 compagnons. Et ce continent, on en a parlé depuis très très longtemps. C'était une terre qu'on soupçonnait. On savait qu'il y avait peut-être là, à cet endroit du globe-là, au fond, au fin fond de la Terre, un continent. C'est ce qu'on appelait à l'époque la Terra Incognita. Et depuis 200 ans, les hommes n'ont eu de cesse de réaliser ce qu'ils viennent de réaliser. Maintenant, je propose à Yves Bordenave de nous raconter un peu l'historique de la conquête de l'Antarctique. Alors, la conquête de l'Antarctique, c'est d'abord et surtout une histoire de bateau, une histoire de navigateurs. Ça a commencé d'abord avec les Grecs, 350 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs pensaient que la Terre était plate et ils s'étaient dit, ma foi, puisque la Terre est plate, il faut bien qu'elle soit appuyée sur un socle. Et alors ils s'étaient dit, c'est les terres inconnues. Et c'est de là qu'est né un peu le concept des terres inconnues de l'Antarctique. Et ensuite, beaucoup plus tard, les grands navigateurs comme Magellan, tous ceux qui vont couvrir les mers du Sud au XVIe siècle, vont s'intéresser au continent antarctique.
Et le premier navigateur qui va mouiller au large de l'Antarctique, qui va poser son pied sur le sol de l'Antarctique, eh bien c'est un Français, l'amiral Dumont d'Urville, et il atteindra l'Antarctique le 20 janvier 1840 avec ce bateau, la maquette de ce bateau que nous avons ici, et qui s'appelle l'Astrolabe. Dumont d'Urville, c'est lui, là, c'est cette statue que vous voyez. Et donc c'est le 20 janvier 1840, que l'amiral Dumont d'Urville et son équipage posent les pieds sur un endroit du continent antarctique qui ne porte encore aucun nom et que Dumont d'Urville appellera Terre Adélie parce que Adélie c'était le prénom de sa femme. Mais il faudra encore attendre 70 ans avant que des hommes atteignent le fameux pôle Sud. Le pôle Sud se trouve à 2-3 000 km des côtes les plus proches et parfois à 3-4 000 quand on s'éloigne davantage. Le premier qui arrivera au pôle Sud, eh bien c'est un Norvégien, Roald Amundsen. Il touchera le pôle Sud, il parviendra au pôle Sud le 14 décembre 1911. Un mois plus tard, parce que c'est une rude bataille, un mois plus tard, un Anglais, Robert Frankel Scott, arrivera également au pôle Sud. Mais cet Anglais-là ne reviendra pas du pôle Sud, puisqu'il mourra à 10 jours lors de son retour. Il mourra au mois de mars 1911. Il mourra à 10 jours d'un point de ravitaillement. Et ensuite, l'Antarctique, c'est aussi une histoire fantastique. Scott mourant, un autre Anglais qui avait essayé d'aller au pôle Sud une première fois en 1906, va décider de relever un petit peu le défi pour le Royaume-Uni. C'est l'Anglais Shackleton. Et là, nous allons regarder ensemble des images qui sont remarquables. C'est un document d'archives exceptionnel. Ce document d'archives a été tourné en 1913. En 1913, oui, je dis bien, et vous voyez en même temps que moi ces images. Il a été tourné par l'expédition de Shackleton. Shackleton, donc cet Anglais qui avait décidé, histoire de relever le défi britannique, il avait décidé d'aller en Antarctique, d'arriver au pôle Sud et de faire ce qu'ont fait nos six amis, mais lui, il avait décidé de le faire en 1913. Il voulait traverser l'Antarctique d'ouest en est en passant par le pôle Sud. Et c'est une aventure fantastique, mais malheureusement, Shackleton se fera surprendre par l'hiver. En Antarctique, l'hiver ne pardonne pas. Il se laissera surprendre par l'hiver et son bateau, nous allons voir les images tout à l'heure, son bateau sera prisonnier des glaces. Et voilà. Alors on voit le bateau qui est pris par la banquise fait pression sur la coque, le bateau commence à craquer et pendant 6 mois, Shackleton et son équipage vont rester comme ça coincés dans les glaces. Et nous sommes, je le répète, en 1913. Le bateau petit à petit se craquelle et Shackleton va décider de laisser son équipage sur place et de repartir sur une chaloupe à la mer. Sur une chaloupe, il va repartir. Il va repartir en essayant de gagner vers l'ouest et de toucher des îles afin de ramener un bateau de sauvetage pour aller chercher ses hommes. Et Shackleton parviendra à ramener ses hommes un an après. En 1916, il ramènera tout son équipage sain et sauf. C'est une des plus belles histoires, je crois, de la conquête de l'Antarctique. Alors après, bien sûr, beaucoup d'années se passent et dans les années 1930, nous avons là un autre bateau, c'est le Pourquoi pas. Le Pourquoi pas, c'est un des premiers bateaux des expéditions polaires françaises. Le Pourquoi pas était commandé par le commandant Charcot, vous en avez sûrement entendu parler, qui est un des premiers polaires français. Et c'est à bord du Pourquoi pas que Paul-Émile Victor, par exemple, a effectué ses premières missions en Antarctique. Alors là, nous sommes en 1930-1935 environ. Ensuite, nous allons arriver dans les années 50, et c'est vraiment à partir de 1958, c'est-à-dire à la faveur de l'année de géophysique internationale, que l'Antarctique va devenir ce qu'est l'Antarctique depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire un espace réservé à la recherche scientifique, c'est-à-dire un espace où 38 pays ont édifié les stations scientifiques, où environ, pour les saisons d'été, 3000 scientifiques travaillent, nous en verrons tout à l'heure, et donc depuis 1958, cette terre qui n'appartient à personne, sauf à la recherche, est occupée par ces gens-là. Et par exemple, les expéditions polaires françaises, et notamment les TAF, disposent d'un bateau, l'Astrolabe, le nouvel Astrolabe, il porte le même nom que le premier, mais celui-là date de 1986, il est donc complètement récent. Et c'est avec un bateau comme celui-là, nous envoyons la maquette, que les scientifiques français effectuent les missions et se rendent notamment à la base Dumont d'Urville en Terre Adélie, où existe une base scientifique française. Voilà. Bien, nous savons donc que la conquête de l'Antarctique n'a pas été chose aisée. Comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, vous avez vu avec le bateau de Shackleton que ce continent ne pardonne pas les erreurs. Lorsqu'il vous fait prisonnier, il vous brise. Il fallait donc tout le courage de nos 6 compagnons pour réaliser ce qu'ils viennent de réaliser. Maintenant, je vous propose de les découvrir un peu mieux les uns après les autres. Alors, le premier qui est juste à côté d'Yves Bordenave là-bas, c'est Daokin. Yves, Qin Dao, est-ce que tu peux nous le présenter ? Alors,
Qingdao a 44 ans, il est glaciologue. Il a effectué plusieurs missions en Antarctique. Il est père d'un petit garçon. Je crois que c'est la 3e fois qu'il est en Antarctique. Et Qingdao a une particularité, c'est que lorsqu'il est arrivé le 28 juillet en Antarctique, à l'île du Roi-Georges, il ne savait pas skier, ce qui est quand même pas très ordinaire et ce qui n'a pas dû être très pratique pour lui. Donc, la première question est toute trouvée. Comment se sont passés ces 10 premiers jours? N'avez-vous pas eu envie, à un moment donné, devant la difficulté, d'abandonner? Est-ce que l'apprentissage n'est pas très dur en Antarctique? Yes, I was. Oui, effectivement, je ne savais pas skier. Pendant la première semaine, c'était assez difficile. Et je skiais 1 heure tous les matins pour apprendre, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et j'ai commencé à apprendre au bout d'une vingtaine de jours. Bon, eh bien, je savais skier. Après 2 mois, il y avait une certaine amélioration déjà. Et après cette expédition, je peux dire maintenant que je suis professionnel. Bien, c'est sûr. Il n'y a eu aucun moment de difficulté, de découragement. C'est aussi simple que ça d'apprendre à skier dans l'Antarctique par moins 40 degrés en dessous de zéro. Yes, the condition was very bad. Effectivement, les conditions étaient difficiles, la température était très basse, mais ça ne fait rien, ça ne vous empêche pas d'apprendre à skier. Bon, de toute façon, apparemment, il n'en garde pas un mauvais souvenir. À côté de lui, il y a Keizo Funatsu. Yves Bordenave. Alors, Keizo Funatsu, c'est le Benjamin de l'expédition. Il a 33 ans, il est né à Osaka, au Japon, et il est musher, c'est-à-dire qu'il est dresseur de chiens. Et d'ailleurs, pour l'expédition, il avait un petit peu la responsabilité d'un des attelages, il s'occupait des chiens, Keizo. Alors Keizo, la question est toute trouvée. On a vu tout à l'heure sur les images, 2 jours avant l'arrivée à Mirny, vous vous êtes perdu. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce qu'il s'est passé et comment peut-on survivre toute une nuit comme ça et vous voir maintenant en train de sourire ici sur ce plateau? Expliquez-nous. Okay. Bien, je vais essayer. Ce jour-là, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises. Je pense qu'il y avait un vent de 35 mètres seconde. Et la température était de moins 12, moins 13 seulement, donc il ne faisait pas très froid. Et vous savez, nous donnions à manger aux chiens 1 fois par jour, le soir. Je suis sorti pour leur donner à manger, pour vérifier leur état. Les conditions atmosphériques étaient mauvaises, comme je vous l'ai dit. La visibilité est très mauvaise aussi. Elle était de 3 ou 4 mètres seulement. Et bon, une fois sorti, je n'ai plus revu le campement, la tente. J'ai essayé de retrouver la tente, mais malheureusement, je n'y suis pas arrivé. Vous savez, c'est très dangereux de se déplacer dans ces conditions, de bouger. Donc, j'ai décidé de rester sur place et d'attendre que l'on vienne me rechercher. Bon, il neigeait beaucoup et j'ai essayé de creuser, de faire un trou de neige. Mais je n'avais pas une pelle, je n'avais rien pour le faire. Mais j'ai trouvé une pince, vous savez, un outil. Et donc j'ai fait un petit trou et je me suis glissé dans ce trou. Et j'y ai attendu, j'ai bivouaqué 1 nuit comme ça. During the trip, but at that night, very bad weather. Au départ, quand il faisait beau, mais là, ce n'était vraiment pas les conditions idéales. Next day,
early in the morning, Et le lendemain matin, I was in the snow cave j'étais toujours dans mon trou and I heard a very little sound. et Keizo, j'ai entendu Keizo, de Keizo. faibles bruits, quelqu'un qui appelait Keizo, Keizo, très faiblement. And I thought this was a noise of the wind Et je pensais que c'était simplement le vent. because when I went out, the very windy, so I could not hear anything outside. And I came back into the snow cave Et donc, again, je suis retourné dans mon trou. and I heard the voice again. Et là aussi, Keizo, j'ai entendu Keizo. encore une fois le bruit Keizo, And Keizo. I went out again, Et là, and je suis ressorti I shouted, "Oh, I'm here!" et j'ai crié, je suis là, je suis là. And finally I found Will's. Et cette fois-ci, I c'était found la Will. bonne. J'ai trouvé And Will I qui me just cherchait. Run towards the Will, and run towards Et Will, j'ai couru vers lui. and I was happy. Et évidemment, c'était le grand bonheur. Et vous étiez devenu un véritable habitant de l'Antarctique. À côté de vous, Jeff Sommer. Jeff Sommer a 40 ans, il est de la British, c'est un Anglais qui est de la British Antarctic Survey. Il a effectué plusieurs missions en Antarctique également. C'est un charpentier et sur l'expédition, c'était surtout le navigateur, puisqu'en Antarctique, on se dirige exactement comme sur un bateau, ou presque. Oui, alors, Jeff Sommer, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment on fait pour ne pas se perdre en Antarctique. Peut-on utiliser des boussoles ? Comment se dirige-t-on ? Existe-t-il des cartes sur lesquelles on puisse tracer sa route ? Jeff Sommer. Je ne comprends pas tout. Tu veux savoir la navigation? Comment on navigue en Antarctique? Okay. Bonjour, j'essaierai de parler en français. Pas normal, dans l'Antarctique, on a une carte de beaucoup de détails, mais seulement pour plusieurs parts de la nord de la péninsule. Mais sur le reste de l'Antarctique, sur le plateau, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas les montagnes, il n'y a pas les rues, il n'y a pas les maisons, les signes. Il n'y a pas de repères. Il n'y a pas de repères. Il n'y a pas de repères, c'est la leçon. On a une autre chose pour la navigation. Pour les premiers mois, 2 mois, nous avons trouvé la direction avec la carte et la compass. C'est compass. Mais après là, nous utilisons un système de satellite. Nous avons un petit bois et cette bois fait un signal à la satellite. Le signal retourne à Paris et après là, on lit la boîte, le computer et radio à nous, c'est vrai? Oui. Radio à nous, notre position, notre location. Ainsi, vous vous dirigiez grâce aux indications d'un satellite, c'est bien ça, hein? Il vous donnait votre longitude et votre latitude. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est facile parce que sur la carte, il n'y a pas les montagnes, comme j'ai dit, mais nous avons la position exactement de la satellite. C'est assez facile. Merci. Maintenant, on continue. Victor Boyarski. Alors Victor Boyarski a 39 ans, il est père d'un garçon, il est physicien. Il a effectué 5 missions en Antarctique et 4 en Arctique. Et je crois que lors de cette expédition en Antarctique, Victor Boyarski était celui qui marchait le premier. Il faisait la trace, comme on dit en montagne. Je ne sais pas si on dit pareil en Antarctique. Oui, alors la question là encore est toute trouvée. Victor Boyarski, est-ce vous qui vous êtes désigné pour être le premier? Et quel est le rôle exact de celui qui marche ainsi le premier? Right. I try to explain. That's real, yeah. I went in front as pointman. Effectivement, j'ai été le premier. 5,000 kilometers probably. Pendant 5000 km. So it's
maybe one main reason Bon, why une I do raison it. que j'ai choisi de faire cela, Because everybody from our team, they c'est que tout le monde dans notre équipe all dogs, they prefer to see me in front. savait que les chiens préféraient me voir devant eux. They run much faster Les chiens couraient plus vite if I go in quand front. je me trouvais devant. Probably, I'm not sure, but Probablement, je ne suis pas certain, mais probablement. I took each day snow shower, so C'est parce que je me lavais dans la neige tous les matins, par conséquent je sentais fort bon. Et les chiens y étaient sensibles. This position during all Et c'est la raison pour laquelle j'ai occupé cette position pendant tout le trajet. It's okay. Good Bon. job, probably. Vous avez vu que c'est un bon travail parce que nous sommes arrivés à Paris. Thank you. Will Steger. Will Steger a 42 ans. Alors Will Steger, c'est lui qui a sélectionné les chiens puisqu'il vit à Ely, dans le Minnesota aux États-Unis. Et c'est là qu'il élève ces fameux chiens qui les emmenait jusqu'au bout. Et Will Steger, avant cela, avait effectué, mais beaucoup de gens le savent, beaucoup de missions en Arctique, c'est-à-dire dans les régions polaires du Nord. Alors Will Steger, 2 questions. La première, quelle est pour vous la grande différence entre ce que vous avez effectué au pôle Nord et ce que vous venez de faire maintenant? The big difference is in the North Pole, we were traveling over the Arctic Ocean. On a traversé l'océan Arctique. Il y avait des glaciers, de la glace, de la mer ouverte. C'était très dangereux. Alors que dans l'Antarctique, c'est un continent, un vaste continent. La Terre a des élévations et beaucoup de neige profonde. La deuxième question. Êtes-vous content du travail effectué par vos chiens? Je ne saurais vous dire combien je suis content de ce que les chiens ont fait parce que ce sont eux les vrais héros de notre expédition. Vous allez voir quelques chiens, mais c'est eux qui sont remarquables, étonnants, en force, en esprit, en désir de marcher, de courir, de faire de l'avant. Et ils ont servi d'excellents exemples pour nous six. C'est grâce à leur entrain que nous avons pu survivre. On n'aurait pas pu trouver des chiens meilleurs. Merci. Et enfin, Jean-Louis Etienne. Alors Jean-Louis Etienne, j'ai enfin trouvé pourquoi on l'appelait Papy. C'est parce que c'était le vétéran de cette expédition. Il a 43 ans. Parce que jusque-là, je ne savais pas. Je sais bien que ce n'est pas la bonne raison. Mais bon, 43 ans, Jean-Louis Etienne est docteur en médecine. Et Jean-Louis Etienne, eh bien, tout le monde le connaît depuis que le 11 mai 1986, il est arrivé tout seul au pôle Nord. Justement, la grande différence entre le pôle Nord et le pôle Sud, c'est que au pôle Nord, tu y as été tout seul. Cette fois, tu y as été en équipe. Est-ce que c'est aussi simple que ça, de vivre quelque chose d'aussi difficile à 6 personnes qui ne se connaissaient pas forcément avant? Je crois que donc j'ai l'expérience du solitaire au pôle Nord, j'étais tout seul. Et là, je viens d'avoir une expérience de 7 mois avec 6 compagnons. C'est pas du tout la même chose. D'avoir 6 compagnons comme ça, ça multiplie l'énergie. On n'a pas à prendre sur soi toujours des décisions. Quand il fait mauvais, par exemple, de temps en temps, il y avait Geoff qui disait il faut y aller. Et donc on disait ok, on y va. Certains jours, Will disait il faut y aller. Certains jours, je disais il faut y aller. C'était tellement mauvais, le temps tellement difficile avec la neige, les bourrasques, la tempête, que si j'avais été tout seul, je crois que peut-être j'aurais abandonné. Et d'avoir les compagnons qui, à tour de rôle, prennent la responsabilité pour faire quelque chose, pour avancer. Il faut imaginer ce que c'est dans le mauvais temps. Des fois, on voyait à peine les premiers chiens, on voyait à peine la forme de Will était souvent devant moi, je voyais à peine la forme de Will dans le mauvais temps. Et c'était vraiment dangereux, c'était très exposé. Et si j'avais été seul, je crois que j'aurais arrêté. Et donc de faire quelque chose avec des compagnons, c'est extrêmement stimulant. Merci. Et maintenant, comme vous l'a dit Will Steger à l'instant, je crois que les héros de la Transantarctica, nous allons vraiment vous les présenter. C'est-à-dire, ce sont les chiens. Les chiens de la Transantarctica, il y en a 2 qui ont réussi à venir parmi nous. Ils sont là. Les voici, les voilà. 2 chiens magnifiques. L'un s'appelle Sam
et l'autre s'appelle Panda. Le premier s'appelle Salm. Le second s'appelle Panda. Will Steger, pouvez-vous nous dire quelques mots sur Sam et Panda? Qui sont-ils? Sam is a very unusual dog. C'est un chien tout à fait surprenant. In 1985, En 1985, in the wilderness in North America, on était dans la traveling by dog team, and Sam appeared exposé en Amérique du Nord. the wilderness. On a trouvé Sam qui était tout seul He was a wild dog. dans la forêt. C'est un chien sauvage. Il nous a suivis About 3 days. pendant 3 journées. Finally, I hooked him up in a harness. J'ai fini par He came to l'attacher. us, and I put him in the lead dog of my team, Et and he il est led devenu the le way. grand chien. C'est lui qui nous a ouvert la voie. And then he went on to lead the North Pole Ensuite, expedition il to nous the a top of the conduits world. jusqu'au pôle Nord, And now, au sommet du Sam monde. has Et crossed maintenant, Sam Antarctica a to the South traversé Pole. également jusqu'au pôle Sud. He's a very special dog. and C'est un that- chien tout à fait he's one of the only spécial. dogs C'est to un ever des travel rares from the chiens North qui to a the jamais South Pole. fait le voyage au pôle Nord et au pôle Sud. En fait, Sam est le seul chien qui ait choisi Will Steger. Tous les autres, c'est Will Steger qui les a choisis. Ils ont fait tous les deux les 6500 km. Ils ont fait d'un bout à l'autre. Alors maintenant, je vais m'adresser aux vétérinaires. Prenez un micro. Je ne sais pas si ces chiens-là, il marche. qui sont-ils? Eh Qu'est-ce bien, que c'est comme race? Est-ce qu'on en trouve chez nous, dans la région parisienne? Dès comme ça, dans la région parisienne, on n'en trouve pas. Je crois que c'est une bonne chose qu'on n'en trouve pas parce que dans un appartement à Paris, il serait vraiment pas très très bien. Vous voyez que ce sont des chiens qui sont très costauds, qui sont excessivement solides. En fait, ces chiens ont une histoire qui est tout à fait intéressante. Ce sont des chiens qui sont des huskies, des Alaskan huskies. Et ce sont des chiens qui ont dans leur sang, au niveau de leurs origines, un peu de loup. C'est une histoire qui est merveilleuse parce que ce sont des chiens qui sont croisés par cet ancêtre du chien, cet ancêtre un petit peu à côté de la lignée normale qui est le loup. Et ces chiens ont dans leur tempérament de leader, le tempérament du loup. Mais à côté du loup, eh bien, ce sont des chiens qui sont extraordinairement... Regarde des images. Voilà. C'est des chiens qui Bon. résistent au froid. Alors pourquoi résistent-ils aussi bien au froid? Vous voyez ces images qui sont extraordinaires, vous avez l'impression que ces chiens sont complètement enfouis dans la neige. En fait, s'ils sont dans la neige comme ça, c'est pour se protéger du vent, pour se protéger des intempéries, et ils se créent un petit peu leur propre igloo. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Kenzo il y a quelques jours, là, quand il s'est enfoui lui-même dans la neige. Et vous voyez que ces chiens, du fait de leur pelage extraordinairement important, ils ont un pelage épais, très dense, eh bien, ils luttent parfaitement contre le froid. Par-dessus le marché, et c'est la chose tout à fait importante, il y avait bien sûr des conditions d'entraînement et des conditions alimentaires. C'est amusant, regardez le chien en train de se regarder. Hein regardez déjà ça, des vedettes. c'est fabuleux, ce sont des vedettes déjà depuis longtemps. Très bien. Est-ce que vous aviez calculé quelque chose pour leur alimentation? Oui, On sait que les 3/4 du traîneau étaient chargés par leur alimentation. Ces chiens étaient nourris avec des aliments qui se présentaient dans ces espèces de grands Fais cartons. attention parce qu'il va le vouloir manger J'ai maintenant. l'impression qu'il a faim. Et ces aliments ont été mis au point par des vétérinaires. Je crois que la Transantarctica, c'est une merveilleuse expérience humaine. C'est une expérience humaine et une expérience animale. C'est aussi une expérience de travail, une aventure extraordinaire de travail en collaboration avec une équipe et des vétérinaires qui ont mis au point l'alimentation pour ces animaux. Alors vous avez peut-être des images, je ne sais pas si elles sont là, où les animaux sont nourris avec des grandes barres qui sont des barres gelées. On leur donne des rations qui sont des rations très denses. Ils mangent, écoutez bien, ils mangent à peu près 4 fois plus en densité, en énergie qu'un chien normal, qu'un chien qui vivrait à Paris ou qui vivrait en France. Et c'est tout à fait important et ça n'a pas été facile pour mettre au point cet aliment. Merci. On reviendra sur les chiens Ok. tout à l'heure. Jean-Louis, est-ce que vous aussi, vous mangiez 4 fois plus que d'habitude? En calories, peut-être pas 4 fois plus, mais 3 fois plus sûrement, oui. Nous avions quelque chose d'une alimentation, on avait des pommes de terre, ou on avait des pâtes, ou on avait du riz, et on faisait fondre du beurre, un peu de fromage, et du pemmican. Le pemmican, c'est de la viande séchée, un compilat de viande séchée avec de graisse qui est un peu fumée, et c'était tous les jours la même chose. Et c'était tous les jours bon? Et c'était tous les jours bon, parce que quand on n'a rien d'autre, c'est excellent. Bien, alors maintenant, on va passer aux questions, à vos questions. Ils sont là pour y répondre. Il y a 3 journalistes de Sciences Actualité qui sont parmi vous. La première est donc Isabelle Santos. Isabelle Santos, avec qui êtes-vous en ce moment? Alors moi, je voudrais d'abord dire bonjour à la Transantarctica de la part de tous les enfants qui sont avec nous aujourd'hui. Moi, je suis avec le collège de Villemur. Villemur, c'est une ville que Jean-Louis Etienne connaît bien, puisque c'est sa ville d'origine. Et ils sont venus ici pour rencontrer les héros qu'ils ont suivis
Au long de ces 7 mois d'expédition, ils les ont suivis tous les jours et ils ont ainsi participé à un grand moment de l'aventure humaine. C'est pas seulement une aventure pour eux sur le plan sportif, c'est également une aventure sur le plan scolaire. Ça leur a permis d'apprendre des tas de choses, d'avoir un esprit complètement éveillé par une découverte. Et je crois que l'expérience la plus concluante, en fait celle dont on a tous rêvé, c'est d'aller à l'école sans savoir et d'apprendre des choses à travers un livre d'images vivantes. Je vais donner la parole à Monsieur Pomero, qui est professeur de mathématiques, et que la Transantarctica a réussi à réconcilier et les maths et l'aventure. Oui, bon, moi je suis professeur de mathématiques, donc j'étais déjà réconcilié avec les mathématiques. Mais là, pour la Transantarctica, ça a été pour moi une occasion de réapprendre, puisque pour parler d'un sujet, il fallait connaître ce sujet-là. Ça s'est passé d'une façon quotidienne, puisque je recevais les messages d'Argos chaque jour. Ces messages étaient tout de suite traduits et exploités en classe, puisque le message contenait 32 signes. Ces signes étaient en général des relevés des températures, des relevés de distance, et chaque fois, ça a été traduit sous forme de diagramme. Et donc les élèves ont appris à traduire les messages, à décoder les messages, et vous avez après fait des exercices en fait en vous servant des données. Oui. Les messages ont constitué une base de données, et c'est cette base de données qui a été exploitée quotidiennement. Alors je crois que c'est une expérience à saluer parce qu'elle elle anticipe sur le dernier rapport des mathématiques en France qui dit rendre les maths plus attrayantes. Maintenant, je vais poser la première question avec Delphine. Delphine que je me permets de présenter puisqu'elle a joué le rôle de facteur. C'est elle qui a apporté tous les jours le message de Jean-Louis Etienne à ses parents. Alors Delphine a une question à poser. Pour nous, votre expédition, c'est tout d'abord un exploit sportif. Et je voudrais savoir s'il y a un autre sens. La question, est-ce qu'il y a un autre sens à notre expédition en dehors de l'exploit sportif? Je crois que le sens, il est là. C'est que nous sommes 6 de nationalités aussi différentes que la Chine, que l'Angleterre, que le Japon, que l'Union soviétique, les États-Unis, la France. Et on a réussi à vivre ensemble pendant 7 mois dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est ça le message en fait, c'est que les hommes, au-delà de leur pays d'origine, qu'ils soient de Vielmur ou de Pékin, ils peuvent tout à fait vivre ensemble, même dans des conditions les plus difficiles. Alors je crois qu'il y a une deuxième question, on l'a vu tout à l'heure, l'Antarctique, c'est un enjeu. Et Frida a une question à ce sujet. Il y a actuellement un traité sur l'Antarctique. Ce continent appartient à tout le monde. Est-ce que ce traité pourrait être modifié? Et s'il l'était, comment pourrait-on préserver ce continent? La question est importante, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec l'Antarctique? Vous savez que l'Antarctique c'est énorme, c'est géant, c'est je crois grand comme 15 fois notre pays, 15 fois la France, au minimum, je ne sais pas exactement, c'était géant, c'est énorme, et ça n'appartient à personne. Et c'est un continent qui est assez fragile, surtout la côte, tout le tour, à la rencontre entre la glace et l'océan. Il y a là, c'est là où vous voyez les pingouins, c'est là où vous voyez les baleines, c'est là où vous voyez les icebergs. C'est une zone qui est fragile. Et je crois qu'il faut le conserver, il faut le protéger, c'est évident. Mais l'Antarctique doit être quelque chose qui va nous aider à tous à réfléchir pour l'ensemble du monde, pour l'environnement en ce qui concerne les forêts, les océans ont besoin d'être protégés pareil comme l'Antarctique. Et les réunions qui vont avoir lieu avec le traité de l'Antarctique vont permettre d'approcher non seulement les problèmes de la pollution en Antarctique, mais surtout les problèmes de la pollution dans le monde entier. Donc l'Antarctique, c'est une chance pour nous tous. Il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on le connaisse mieux, il faut qu'on le protège. Et quel peut être le rôle exact des enfants là-dedans? Parce que depuis le début, depuis que l'on se connaît tous les deux, tu m'as dit, cette expédition s'adresse d'abord aux enfants. Alors je vais vous dire le rôle que vous avez à jouer pour l'Antarctique. D'abord, notre rôle à nous ici, c'est de parler à vos parents. C'est de parler à vos parents et de leur dire, ne touchez pas à l'Antarctique. Éventuellement, donnez-nous, comme le traité de l'Antarctique l'a fait, il faut se donner peut-être 30 ans. Ceux qui ont créé le traité de l'Antarctique ont dit ça va être une terre pour la science et pour la paix pour 30 ans. Et on arrive à la fin de ces 30 ans, on peut peut-être dire on ne touche pas à l'Antarctique, on n'y touche pas du tout encore pour 30 ans.
Ça, c'est notre travail à nous, peut-être de le dire à vos parents. Et dans 30 ans, ce sera vous qui allez décider de l'avenir de l'Antarctique. Mais je suis sûr qu'avant, vous tous, vous aurez appris à penser monde. Je crois que ce que vous devez faire à l'heure actuelle et ce qui est important, c'est dans votre tête élargir les frontières. Élargir les frontières, dépasser le village, dépasser le département, dépasser la région, dépasser la France. Il faut penser au monde. Et notre exemple ici, nous six, on est là pour vous dire à tous que, en fait, la France est une région du monde. Les États-Unis, le Japon, la Chine, ce sont des régions. Il faut penser monde. Et ça, c'est une éducation qu'il faut avoir. Le monde est géant. Il y a énormément de monde partout. À l'heure actuelle, avec les avions, avec les satellites, le monde va devenir de plus en plus petit et il faut s'habituer à vivre avec les autres. Et c'est ça notre message à nous. Merci. Donc, Isabelle était avec Villemur. Maintenant, on a Jacques-Olivier Baruch, toujours de Sciences Actualité, qui, lui, est avec des enfants de la région parisienne. Oui, je suis avec deux classes des écoles primaires, deux classes qui ont été choisies par la société Gore-Tex. La société Gore-Tex, celle qui a fourni les équipements, les vêtements surtout, qui tiennent très chaud aux hommes, mais aussi aux chiens. Donc ces deux classes, c'est l'école Vulpian de Paris, du 13e arrondissement, et l'école de la Vierville à Mency dans l'Essonne. Alors elles ont travaillé aussi sur l'Antarctique, évidemment. Certains ont travaillé plus sur les bateaux. Ils se sont intéressés aux bateaux depuis le bateau d'Amundsen jusqu'au bateau de l'UAP. Et l'école de Mency a travaillé sur la géographie physique et la géographie humaine. Alors la première question intéresse un petit peu tout le monde, à peu près 50% de la population mondiale, et je la laisse poser par Clémentine. Pourquoi il n'y avait que des hommes dans l'expédition et pas des filles? Ça vous pendait au nez, celle-là. Will Stiger, Victor Boyarski, vous voulez répondre? Non, il n'y avait que 6 hommes dans cette expédition. Et ce matin, nous avons fait une conférence de presse et il y avait un journaliste soviétique qui nous disait « Est-ce que c'est possible pour les femmes pour faire cette expédition ?» Et nous avons tous répondu « Oui ». Il n'y a pas de différence dans la résistance au froid entre les hommes et les femmes. Et Victor qui a beaucoup d'humour, disait toujours « C'est Tulé qui est la meilleure ». Et Tulé, c'était la seule chienne de notre équipage. Nous n'avions que des chiens. C'était la seule femelle de l'équipage, la seule femme de l'équipage, c'était la chienne de Jeff. Elle n'a jamais eu aucun problème. Et Victor disait toujours, tu vois encore une fois, c'est les femmes qui sont plus résistantes. Et il n'y a aucune histoire, les femmes sont absolument aussi capables de faire ces expéditions. Alors la seule raison pour laquelle il n'y avait pas des femmes dans cette expédition, je répondais qu'il n'y en a aucune. Il n'y avait aucune raison pour qu'il n'y ait pas de femmes, mais c'est quelque chose qui est très très compliqué à faire, la traversée de l'Antarctique. C'était un engagement très 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 difficile et nous avions besoin de gens qui étaient très expérimentés, très pointus et qui avaient plus de presque 40 ans ou un peu plus. Et c'était beaucoup plus facile pour nous de trouver des hommes. Il faut dire que les bases scientifiques en Antarctique, donc qui forment des gens à la rencontre avec ce continent, c'est un petit peu comme des casernes, mais c'est en train d'évoluer et il y a de plus en plus de femmes maintenant qui approchent les continents antarctiques. Bien voilà, il n'y a rien qui s'oppose donc à ce qu'il y ait des femmes. Et la preuve, nous on en connaît, Yves Bordenave, il y a des femmes qui ont été en Antarctique. Oui, nous on connaît des femmes qui sont allées en Antarctique, on en connaît surtout une, et d'ailleurs on l'a fait venir ici, alors Martine De Angelis va arriver. Et Martine De Angelis, je vous la présente. C'est une scientifique, elle est glaciologue, et elle travaille au laboratoire de glaciologie à Saint-Martin-d'Air. Saint-Martin-d'Air, je vais y arriver, c'est à côté de Grenoble. Martine a effectué, je crois, 3 missions en Antarctique. Alors, est-ce que d'abord, il y a beaucoup de femmes, même parmi les scientifiques, qui viennent travailler en Antarctique? Non, il n'y en a pas beaucoup. D'abord parce que le milieu scientifique est pauvre en femmes. Et puis après, ça se décante encore plus. Mais disons qu'il y en a chez les Américains quand même, pas mal. Et chez les Français, vous êtes la seule, non? Moi, j'étais la première à aller en Antarctique. Il y en a eu une autre et puis c'est tout. Alors, vous avez fait 3 missions. Vous êtes allé où en Antarctique? Dans quelle région? Essayez d'expliquer un petit peu rapidement où ça se trouve. Je suis allée dans le centre, à Pôle Sud, et puis sur la calotte, pas loin de Vostok, quoi. Et puis à la côte, en Terre Adélie, et un petit peu à l'intérieur de la Terre Adélie. Bien, nous réécouterons Martine tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je me tourne vers Nicolas Renet. Nicolas Renet qui, lui, est avec d'autres enfants. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter les enfants parmi lesquels tu te trouves?
Il se trouve qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de chance. En l'occurrence, un groupe de 8 personnes, enfants du personnel de l'UAP. Enfin, maintenant, c'est plus des enfants puisqu'ils ont 17 ans. Et il y a 3 ans, ils sont allés au pôle Nord magnétique avec Jean-Louis Etienne. Alors, tout à l'heure a été évoqué le problème de la communication entre l'expédition et le reste de la planète. Pierre, je crois que tu as une question Nicolas, à ce sujet. d'abord, je pense qu'on peut voir des images de cette expédition des enfants qui ont gagné un concours, je crois qu'il faut le dire, et qui sont partis au pôle Nord magnétique avec Jean-Louis. On les encadre bien, il n'y a pas de risque. En plus, cette année, la banquise est très compacte, il a fait très froid. Le risque, en fait, c'est de passer à l'eau, mais la banquise est très très dure, donc je crois que ça va. Et quelles sont les qualités requises pour les enfants? Bon, c'était difficile parce qu'ils étaient 1500 à vouloir venir. Donc il a fallu faire, comme d'habitude, un concours. Alors les qualités, on a essayé d'abord de voir que ceux qui étaient déjà intéressés par le pôle, par leurs connaissances, disons à travers les livres, à travers les connaissances. Ensuite, on leur a demandé un petit niveau à ski. On a fait un tour à Chamonix ensuite avec l'équipe. Et puis ma foi, bon, on n'a pas des grands cracks du ski, mais ils se débrouillent bien et surtout ils sont tellement heureux qu'ils avancent. Ingrid, qu'est-ce qui t'a amené toi à venir ici? C'est l'aventure et de découvrir le pôle. Le risque, la découverte et l'exploit sportif. Ah, tout. La glace, le beau temps, et puis c'est surtout découvrir Jean-Louis et arriver au pôle, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Se dire que ici c'est le pôle Nord, c'est fantastique. Là, 3 ans après, il est là, il est à côté de Nicolas René. Je pense que c'est lui qui va poser la question. Voilà, tout à fait. Alors présente-le-nous. Alors il s'appelle Pierre, tu as 17 ans. Et je crois que tu as une question qui concerne les télécommunications, enfin comment communiquer l'expédition et le reste de la planète. Voilà, Jean-Louis, tu as donc vécu 6 mois à des dizaines de milliers de kilomètres, voire des milliers de kilomètres de toute terre habitée. Et j'aimerais savoir comment les communications pouvaient se faire entre le bateau, les continents, et si, en cas de problème, comment serait passé le déclenchement de la balise Argos avec les satellites et tout ça. Bon, alors pour les communications, on était complètement isolés. L'Antarctique, vous avez vu, c'est loin de tout. Et on donnait tous les jours des nouvelles. Vous avez ici affiché, vous le verrez à côté, des nouvelles qu'on envoyait régulièrement. On l'en faisait par radio. Et il y a des jours où la radio ne marchait pas, tout simplement parce que l'atmosphère dans ces régions est très très perturbée. Et des fois, on ne peut plus du tout communiquer, même pas avec quelqu'un qui se trouve à 100 mètres. Donc il y a des fois des difficultés de communication. Et pour ça, on avait à la place de la radio, une balise Argos qui nous permettait d'envoyer des messages. Alors on avait comme une petite machine à calculer, on avait 32 lettres. Et donc on disait aujourd'hui tout va bien, ou alors il y a beaucoup de vent, mais les chiens vont bien. Donc j'ai envoyé régulièrement, et ceci par satellite, tous les jours. Donc un message, comme disait Jeff Summer tout à l'heure, c'est aussi ce qui nous permettait de faire la navigation, c'est la balise Argos. Et je voudrais dire à toi tout à l'heure, je ne sais plus comment tu t'appelles, comment elle s'appelle ? Clémentine. Tu m'as demandé pourquoi il n'y avait pas de femmes. Tu vois, cette expédition polaire, on l'a organisée il y a 3 ans au pôle Nord magnétique et il y avait 4 garçons et 4 filles. Alors, tu vas sûrement un jour partir en expédition polaire. Bien, merci. Avant de revenir à Isabelle Santos, à la question suivante, je voudrais dire quand même que le Collège de Villemur, avec toutes les données recueillies qui lui étaient transmises donc par Argos tous les jours, a fait une exposition que vous pouvez voir ici le long. Donc tous ceux qui veulent découvrir l'Antarctique et l'expédition de la Transantarctica, ça nous fait rougir nous à la cité, mais eux ils ont fait une excellente exposition, elle est là, sur le bord, vous pouvez donc la découvrir. Isabelle Santos, la question suivante. Alors on l'a dit tout à l'heure, cette expédition c'est celle de 6 hommes, mais c'est aussi celle de tous les chiens. Et je crois que ça a beaucoup sensibilisé le public qui sont venus nous poser des dizaines de questions sur les chiens ici à la Cité des Sciences. Et je laisse Ghislaine vous poser une grande question là-dessus. Quel est le rôle des chiens dans l'expédition et comment avez-vous vécu avec eux au jour le jour ? Les chiens ils ont joué un rôle essentiel dans l'expédition. Sans les chiens, on n'aurait pas pu traverser. On avait la possibilité de nous tirer des traîneaux, mais sur ces grandes distances, on n'aurait pas pu faire cette immense traversée de 6000 km dans l'année en tirant nos traîneaux. Je propose aux vétérinaires d'essayer de nous commenter comment les chiens travaillent. Est-ce qu'ils se fatiguent ? Comment ça se passe ? Je crois que ces chiens sont de grands sportifs, c'est-à-dire qu'ils se fatigueraient s'ils n'étaient pas parfaitement bien entraînés et s'ils n'étaient pas parfaitement bien nourris.
Et le problème de la nourriture et de la mise au point par le laboratoire Hills des aliments spécifiques était tout à fait important. Et vous voyez ces chiens là qui sont en train de donner un coup de collier extraordinairement important là au démarrage du traîneau. C'est quelque chose qui est dur, qui est difficile, mais une fois que la chose est mise en marche, une fois que les premiers mètres sont faits, eh bien ces chiens-là, du fait de leur entraînement, du fait du temps que Will a passé pour entraîner ces chiens, c'est quelque chose de tout à fait important, eh bien ils arrivent à vivre dans ces conditions-là sans aucun problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des chiens qui sont faits pour ça. Tout à l'heure, dans les couloirs de la Cité des Sciences, eh bien, on essayait de tenir ces chiens. Eh bien, je peux vous assurer que les pompiers qui sont ici, qui sont des gens costauds, ils avaient du mal pour tenir ces chiens. Ce sont des chiens leaders. Ce sont des chiens qui sont faits pour ce travail-là, qui se fatiguent bien sûr, mais qui se fatiguent normalement. Vous voyez là maintenant qu'ils sont lancés, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus facile. Ils n'ont pas souffert. Les sociétés protectrices des animaux nous en ont parlé. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un animal qui vit dans les conditions qui sont les conditions pour lesquelles il est fait, c'est un animal qui ne souffre pas. Si vous faites vivre ces animaux-là dans un appartement à 15-16 degrés, ils souffrent. Je peux dire qu'ici, à la limite, ils souffrent sûrement plus qu'ils ne souffraient au pôle Sud. Au pôle Sud, ils étaient dans leur élément, comme ils le sont au pôle Nord. Et là, maintenant, Jean-Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Ces fameuses crevasses, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous commenter les images? Mais là, il y a Buffy, donc, qui est un chien de l'attelage de Will, qui est tombé dans une crevasse. Et les chiens ont des harnais, ils sont accrochés à un harnais. Et donc, ils restent toujours suspendus. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tirer par la corde pour le sortir. C'est arrivé très souvent au début. Il y avait beaucoup de crevasses et les chiens... Nous, on a des skis. Avec les skis, on passe facilement sur les ponts de neige, mais les chiens, non. Et donc, de temps en temps, ils tombent dans une crevasse. Ils sont surtout un peu apeurés. Et ce qui est formidable chez les chiens, c'est que on va peut-être pas le voir là, mais dès qu'ils sont sortis de la crevasse, ils ont complètement oublié tout. Ça prend quelques secondes, alors que nous, on ressasse ça, voilà, c'est fini. Et là, on tâte pour savoir s'il ne s'est pas blessé. Je crois que cette image illustre bien la confiance du chien en l'homme qui est autour de lui. Et cette dépendance entre du chien et de l'homme fait partie d'un élément capital de cette expédition. Bien, comme on a commencé un petit peu en retard, on est maintenant obligé d'accélérer. Je voudrais, je ne sais pas si vous pouvez nous le faire très vite, nous expliquer ce qui s'est passé pour Tim. Vous savez qu'il y a un chien qui est mort. Donc, c'est pas pour ça qu'on ne va pas en parler. Mais je voudrais que vous en parliez très vite de manière à ce qu'on puisse terminer. Will. The question was about Tim. All of our dogs. Nos chiens. You have to first understand our dogs are very close to us, like pets. Très proches de nous, ce sont des animaux familiers, mais en même temps, c'est des animaux travailleurs. Ils ont un travail à faire. Et comme Sam et Panda ici, nous sommes vraiment très proches les uns les autres. Et nous prenons autant de soins que possible pendant l'expédition. Et malheureusement, au cours de l'expédition, tout au long de ces difficultés, nous avons perdu un de nos chiens. Un chien qui était mon chien préféré, il était aussi proche de moi que Sam. Un chien au nom de Tim, qui est mort au bout de 4 mois d'expédition. Et si vous regardez Tim, vous l'avez vu il y a un instant dans certaines images, c'était le chien à col noir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours d'un blizzard, quand la neige fondait à l'intérieur de ses pattes et de son poitrail, et ensuite tout cela a gelé avec ses dents, il s'est mordu son propre poitrail et ses pattes. Et tout cela l'a rendu vulnérable au froid. Et à ce moment-là, nous avions très mauvais temps. Nous avons eu 60 jours de tempête. Tim allait bien pendant un certain temps, mais avec les mauvaises conditions, il s'est mis à perdre de sa force. Et nous avons fait un appel et en fait, l'avion a disparu pendant 9 jours. On croyait que ça avait été un crash. En fait, nous avons eu des nouvelles après. Et pour finir, Tim a commencé à perdre le moral. Et le moral, c'est très important. C'est une espèce de désir de vivre aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Question d'esprit. Une fois que Tim a perdu le moral, c'était vraiment la fin. Nous avons arrêté d'avancer pendant un jour. Nous avons eu de la chance, il faisait beau. Bien qu'il faisait moins 40 centigrades, il y avait une certaine chaleur qui provenait du soleil. Et nous avons
placer Tim sur une couverture noire. Cela lui donnait une certaine chaleur venant de la réverbération. Nous l'avons alimenté. Il a mangé 2 blocs de nourriture, mais il a fallu que je prenne une décision de le laisser dehors. Et malheureusement, il y a eu un changement de température rapide et un blizzard est apparu le matin. Et quand nous sommes réveillés, la tempête était vraiment trop mauvaise. Et quand nous sommes allés le voir plus tard dans la matinée, il était mort de froid. Une des journées les plus tristes de mon existence. C'est l'un des risques à prendre. Comme disait Kezo, nous étions à 26 km. En fait, nous sommes très heureux d'être arrivés tous à Paris, ici, tous vivants. Nous sommes tous vivants sauf Tim. Tim, nous nous en souviendrons toujours car il avait le moral quand il l'avait. Merci Will, c'est jamais très agréable à raconter. On est obligé d'accélérer. On ne pourra pas vous raconter comment se passait leur journée. On ne pourra pas vous raconter les bases scientifiques. C'est dommage, mais on doit donner l'antenne à Antenne 2 juste après. Il faut donc maintenant, on te l'avait promis, tu devais le rencontrer. Tu avais pris contact avec lui par radio. Lui, il a fait le tour du monde tout seul sur son bateau et il est arrivé le premier. C'est Titouan Lamazou. Vous êtes du même pays. Je sais que vous deviez vous rencontrer. Voilà, ça se fait ici à la Cité des Sciences. Et on les applaudit bien fort. Tiens, Titouan, tu prends ce micro-là. Toi, tu conserves le tien. On essaye de ne pas terminer en faisant n'importe quoi. Voilà. Tu as été tout seul pendant un certain nombre de mois sur l'eau. Lui, il a traversé l'Antarctique pour essayer de donner une idée de cette Antarctique sur l'eau. Est-ce que les choses sont aussi pures qu'on le dit? Est-ce que tu as vu des choses de pollution, des choses qui t'ont embêté? Ou est-ce que tu as vécu vraiment un moment dans lequel tu as plané complètement? Moi, j'arrive à transformer la réalité, à la rendre assez proche de l'idée que je m'en fais. Ça fait que dans les endroits où j'ai navigué, dans le sud, j'ai pas vu beaucoup de pollution. C'est sûr, si on parle de pollution, quand on revient vers nos côtes, l'Atlantique Nord, évidemment, c'est une vraie poubelle. Mais bon, c'était... T'as pas eu la hantise de rencontrer une épave, quelque chose? C'était plutôt les icebergs pour toi. Oui, les icebergs, oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête lorsqu'on reste aussi longtemps seul? Qu'est-ce qu'on se raconte? On n'est pas seul du tout. Enfin, moi, je suis pas seul parce qu'on est en course. D'abord, on partage la course avec d'autres concurrents. On a des liaisons avec la Terre. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens à Terre qui nous suivent. Donc, on arrive, je crois que c'est exactement l'inverse de la solitude. Vous êtes tous les deux du Sud-Ouest. Est-ce que c'est l'année du Sud-Ouest, Jean-Louis? Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a que des Occitans. Enfin, les Français qui sont sur ce plateau sont que des Occitans. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un moment. Tu n'as pas réfléchi à celle-là, hein? Non, c'est-à-dire que je n'avais pas réfléchi qu'on était tous les deux du Sud-Ouest. On est du Sud-Ouest tous les deux, mais avec Titouan, c'est une longue histoire, quoi. Alors, quelle est cette histoire? Titouan, pourquoi il s'appelle Papy? Parce qu'on était sur Penduxis, équipier d'Éric Tabarly, il y a 12 ou 13 ans, avec Philippe Poupon, avec Jean-François Cos, qui est encore dans le Tour du Monde. Et il se trouve qu'à l'époque, on était une bande de gamins, quoi. On avait une vingtaine d'années. Et il se trouve que Jean-Louis, lui, devait avoir 25 ou 28 ans. 33. Oui, 33, bon. Et à l'époque, en plus, comme Jean-Louis et Papy est très bavard et tout ça, il nous racontait des histoires. Comme on est resté 1 an et demi ensemble sur le même bateau, c'était un peu les mêmes histoires à la fin. Et comme il était plus vieux que nous, et comme il y avait déjà un Pépé qui était Tabarly, lui, il est devenu Papy. Et depuis, on l'appelle Papy. Bien. Si pour répondre à la question qu'il s'agissait, est-ce que c'est notre année tous les deux, je crois que et Titouan et moi et d'autres copains qui nous entourent, auxquels Titouan a fait allusion, on a fait un choix de vie. Un choix de vie, et je crois qu'on s'y est tenu avec le maximum d'honnêteté et de passion, et peut-être aujourd'hui c'est notre récompense. Merci, et bien voilà, la présentation de la Transantarctica est terminée. Nous sommes obligés de nous séparer, mais alors attention, maintenant, les choses sérieuses commencent pour vous. Les 6 qui sont là et Titouan vont descendre parmi vous, et ceux qui ont des stylos et ceux qui ont du papier pourront avoir des autographes. Alors ça va se passer maintenant, allez-y, vous allez là-bas, vous y allez. C'était trop tard, j'ai essayé de te faire des signes, mais c'est pas grave. Alors vous descendez, vous dépêchez, parce qu'il faut qu'on donne absolument... Par la gauche, par là, on ouvre par là, et il se répartit ça. Alors,
surtout, voilà, bien sûr. Vous en profitez. Vous ne montez pas sur la scène. Donc je vais demander à tout le monde de pouvoir descendre. Descendez avec les chiens d'ailleurs. Attendez, ils vont venir parmi vous. Que les autres descendent déjà. Allez, donc, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour cette présentation de la Transantarctica. Je vous remercie et je vous dis à bientôt à la Cité des Sciences et de l'Industrie.